I wanna be loved by you, just you. No. Bonjour, bonjour. Veuillez excuser ma tenue, mais je me réveille à peine de ma soirée de carnaval légèrement imbibée. J'étais en train de faire un drôle de rêve, dans lequel je nageais dans l'eau, telle une sirène joyeuse, et remuant sa queue avec entrain, quand soudain je me sentis littéralement arracher des flots et poser ensuite délicatement sur un nuage d'une douceur incomparable. Mon bien-être était total et je m'étirais sur mon nuage et je roulais de plaisir sur moi-même jusqu'au moment où le contact brutal avec un sol dur et froid me réveilla instantanément. En temps normal, je suis une rapide, mais là, il me fallut un bon moment pour réaliser où je me trouvais. Je ne connaissais pas cette chambre qui était toutefois du même style que celle que j'occupais dans le palais de Sergueï. Sergueï, pourquoi en pensant à lui me sentis-je tout à coup légèrement bizarre? Je me relevai précipitamment pour m'apercevoir que j'étais entièrement nue, et en regardant autour de moi, je ne vis que des vêtements d'homme, et plus précisément ceux d'un homme que je reconnaissais fort bien, puisque le style Maharaja n'appartenait qu'à lui. Oh là là! Mais qu'est-ce que je fichais dans la chambre de Sergueï toute nue? J'enfilai en vitesse une de ses robes de chambre orientales, ravissante d'ailleurs, et je me mis à réfléchir à toute allure. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer la veille pour que je me retrouve dans cette chambre et dans ce lit? Je me souvenais vaguement avoir un peu trop bu, mais rien de plus. Peut-être Sergueï m'avait-il installé dans sa chambre pour ne pas réveiller les enfants. La seule chose qui me rassurait était qu'il n'avait sûrement pas abusé de moi puisqu'il préférait les jeunes troubadours. De ça, je me rappelais. Le clocher de l'église voisine se mit à sonner et je comptais avec angoisse les coups me demandant quelle heure il pouvait être. Lorsque le 6e retentit, je me dis que ça aurait pu être pire et qu'avec un peu de chance, je pourrais regagner ma chambre discrètement avant que quiconque ne s'aperçoive de cet épisode fâcheux et incompréhensible. J'espérais en revanche tomber sur Sergueï pour qu'il m'explique ce qui s'était passé. J'ouvris la porte avec la discrétion d'un majordome anglais et je regardai à droite dans le couloir. Je vis qu'il était vide. Puis à gauche, et là, j'eus la désagréable surprise de tomber nez à nez avec Tatiana, qui me voyant sortir de la chambre du beau Sergueï à 6 heures du matin, avec sa robe de chambre sur le dos, manqua de tomber à la renverse. Elle me regarda avec un œil à la fois noir et bouleversé, et s'enfuit immédiatement en pleurant. Je me mis à lui courir après, en m'empêtrant dans la robe de chambre et en lui criant, chuchotant, je savais très bien faire ça, pour ne pas réveiller les autres. « Attends, Tatiana, ça n'est pas du tout ce que tu crois, il ne s'est rien passé entre Sergueï et moi. » Elle se retourna alors cramoisie et me répondit. « Mais comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que c'était l'homme de ma vie. Tu étais ma cousine bien-aimée. J'avais toute confiance en toi et tu m'as trahi. Je ne pourrai jamais te pardonner. » Puis elle dévala à toute allure les escaliers alors que j'étais en train de lui hurler, toujours à mi-voix, ce qui était bien sûr moins efficace. « Mais Tatiana, ton Sergueï aime les hommes. Il faut être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. » Et sur ce, je m'élançai à mon tour dans l'escalier, mais je me pris le pied dans cette fichue robe de chambre et je roulai sur les dernières marches, arrivant juste à temps pour entendre la porte claquer. Je me mis à pleurer comme une idiote, me maudissant d'avoir pu rendre ma cousine jalouse d'une chose qui n'existait pas. J'essayais de me relever, empêtré dans les flots de soie verte, quand une poigne ferme me releva. C'était Sergueï, qui avait l'air bien grave et me dit « Il faut qu'on parle ». Puis il m'entraîna dans son bureau. Je ne sais pas pourquoi, mais toutes les discussions importantes de ma vie se faisaient dans un bureau. Il me fit asseoir et me regarda d'une drôle de manière qui me mit un peu mal à l'aise. Je décidai de prendre les devants, en le remerciant chaleureusement de m'avoir laissé sa chambre, en m'excusant platement d'avoir abusé du champagne la veille. Je lui demandai aussi où étaient passés mes vêtements. Sergueï prit une grande respiration, puis me demanda si vraiment je ne me rappelais rien de ce qui s'était passé la veille. Je commençais à avoir de petites sueurs froides, comme lorsque vous pressentez que l'on va vous annoncer quelque chose d'assez désagréable. Sergueï me dit qu'en effet, j'avais quelque peu abusé du champagne et que ce quelque peu avait suffi à me rendre ivre-morte et totalement incontrôlable. Les sueurs froides commençaient à se transformer en gouttes de transpiration. Il avait donc pris la décision de me ramener à la maison avant que ma conduite ne devienne problématique. Et là, sur le bateau, j'avais commencé à danser, à rire comme une folle et à m'agiter dans tous les sens, tant et si bien que j'avais fini par passer par-dessus bord en hurlant « Je suis une sirène, regardez !» Avec ma robe de marquise qui, gonflée d'eau, pesait une tonne, j'avais failli me noyer et il avait fallu que Sergueï et Luigi se mettent à deux pour me remonter à bord. Après quoi, j'avais pleuré tout le reste de la navigation. Et c'est un poulpe, tremblant de froid et en larmes, que Sergueï avait porté dans sa chambre, puis déshabillé et mis au lit pour ne pas réveiller les enfants. Au moins sur ce point, j'avais raison.
Bon, je dois dire que je n'étais pas fière de ma conduite, mais j'avais l'explication à la disparition de mes vêtements. Rassurée, je me levai, m'excusai platement auprès de mon cousin pour ma conduite déplorable, le remerciai et lui dis qu'il était temps à présent que j'aille m'habiller avant que la maisonnée ne se réveille. Mais il me rattrapa par le bras et me dit d'un air bizarre que ça n'était pas tout. Oh là là, retour des sueurs froides. Il me dit en regardant le sol, ce qui est toujours très mauvais signe même s'il est en marbre rose, qu'après qu'il m'ait déshabillée et couchée, je m'étais en quelque sorte accrochée à lui et avait commencé à l'embrasser. Oh mon Dieu! J'essayais discrètement de me boucher les oreilles pour ne pas entendre la suite, mais il me prit les mains et me regarda dans les yeux gravement. Je crois que je préférais encore quand il regardait le sol. Il me dit qu'il avait essayé de se dégager, mais qu'au bout d'un moment, mes baisers étaient si bons, ce qui, malgré les circonstances, me flatta tout de même. Mes baisers étaient donc si bons qu'ils avaient appelé d'autres gestes, puis d'autres, et que l'un dans l'autre, sans jeu de mots déplacé, ils s'étaient retrouvés nus dans mes bras et que ce qui devait arriver était arrivé. Oh, mais alors là, le ciel me tombait sur la tête. Mais, et le troubadour fut ma première question. Quel troubadour me demanda Sergueï. Mais ton amant, le beau jeune homme avec lequel tu parlais hier soir. Sergueï s'étrangla littéralement et me dit qu'il n'avait pas d'amant et qu'il ne comprenait pas ce qui avait pu me faire croire ça. Il m'expliqua que le jeune Fabio était un modèle qui portait les créations de Fortuny dans les catalogues que Sergueï emportait avec lui dans ses voyages pour vendre les créations de Mariano. Ils avaient prévu une séance de photographie le surlendemain et ils discutaient du lieu, voilà tout. Nous eûmes un grand moment de silence gêné. Puis je lui dis que j'étais sincèrement désolée de ce qui s'était passé, d'autant plus que Tatiana était folle amoureuse de lui. Là aussi, il tomba des nues. Et que de mon côté, j'aimais un homme qui allait en épouser une autre. Nous décidâmes donc, d'un commun accord, de faire comme si cette nuit n'avait jamais existé. Et il me promit de faire plus attention à Tatiana dorénavant. Je lui dis que j'allais trouver un prétexte pour écourter notre séjour à Venise, afin d'éviter une tension désagréable. Mais avant de nous séparer, il me prit un moment dans ses bras et me dit que je resterai un souvenir incroyable pour lui, à tout point de vue. Je ne savais pas très bien comment prendre ça. De mon côté, même si j'étais une fois de plus furieuse après moi pour la faiblesse de ma chair, je me dis que finalement la situation n'était pas trop dramatique à condition que je parvienne à rassurer Tatiana. Je montai discrètement dans ma chambre et aperçus Flora endormie dans mon lit. J'enfilai rapidement une robe et m'allongeai à côté d'elle jusqu'à son réveil 1 heure plus tard. Au petit déjeuner, tout le monde était d'excellente humeur, et chacun racontait diverses anecdotes sur le bal de la veille, plaisantant ensuite sur ma griserie, et remerciant Sergueï de m'avoir ramené, s'ils avaient su. Tatiana, en revanche, n'était pas là, et Igor nous dit qu'elle avait laissé un mot, disant qu'elle passerait la journée à l'université Foscari pour rencontrer, disait-elle, des amis étudiants qu'elle avait croisés à Paris. Je savais que c'était un mensonge et qu'elle nous fuyait, Sergueï et moi, et j'en étais très attristée. Mais j'espérais de toutes mes forces pouvoir la convaincre qu'il n'y avait aucun sentiment amoureux entre nous. Je lui tairai nos ébats de cette nuit, dont je n'avais d'ailleurs aucun souvenir, et tant mieux. Nous avions prévu de nombreuses activités pour les jours suivants, mais je commençais à préparer le terrain en disant à ma mère et ma grand-mère que je culpabilisais à l'idée de laisser le château et ma chorale pendant 12 jours encore et que, peut-être, nous pourrions, malheureusement, écourter notre séjour d'une petite semaine. J'avais touché le point faible de ma grand-mère en parlant du château. Quant à maman, je pense qu'elle était ennuyée de laisser son Mike Mitchell seul à Paris pour gérer la société et se languir d'elle. Il lui envoyait 2 télégrammes par jour. Sergueï nous promit que si nous voulions partir plus tôt, ce qu'il regrettait mais comprenait, il tâcherait de condenser en quelques jours tout ce qu'il avait prévu de nous montrer. Les 2 seuls malheureux de ce départ avancé étaient Marie-Antoinette et Jeffrey, qui s'étaient occupés des enfants la plupart du temps et n'avaient donc pas pu découvrir la ville des amoureux, eux qui l'étaient comme au premier jour. Je leur annonçai donc que je garderais les enfants toute la journée, ce qui m'éviterait accessoirement de me retrouver en tête-à-tête avec Sergueï, car nous n'étions tout de même pas très à l'aise. Tatiana rentra en fin de journée, les traits tirés, et quand maman lui annonça que nous avions décidé d'anticiper notre départ, elle nous dit qu'elle avait de son côté pris la décision de repartir dès le lendemain pour Paris, car elle avait pris conscience en allant à l'université qu'elle ne pouvait pas se permettre de prendre du retard dans ses études si elle voulait arriver à être un grand médecin. Sergueï lui dit qu'il le regrettait beaucoup, ce qui la fit rougir un peu. Il nous dit aussi que nous ne pouvions sous aucun prétexte manquer le soir même la représentation de la Traviata de Verdi qui était donnée à la Fenice, une des plus belles salles d'opéra du monde. Ma grand-mère lui demanda quels étaient les chanteurs et qui était le chef. Sergueï lui tendit le programme et lorsqu'elle vit le nom du chef d'orchestre, elle poussa une exclamation.
Elle nous dit que ce nom était exactement le pseudonyme qu'un de ses amis musiciens utilisait lorsqu'il était étudiant au conservatoire. Elle nous raconta qu'il rêvait de diriger des orchestres, mais que malheureusement, une mauvaise chute de cheval l'avait paralysé dès l'âge de 20 ans et l'avait obligé à y renoncer. Elle nous dit qu'il avait peut-être malgré tout réussi à se marier et avoir un fils ou un petit-fils qui avait sans doute repris ce fameux pseudonyme. Elle était très intriguée et bien décidée à l'attendre à la sortie des artistes le lendemain soir. Nous décidâmes bien entendu de ne pas manquer ce spectacle et de ne repartir que quelques jours plus tard. Tatiana déclina l'invitation à l'opéra, prétextant une fatigue et un besoin de lire des documents médicaux trouvés à la bibliothèque de l'Université de Venise. Juste avant de monter dans ma chambre pour me préparer, je fis un détour par la sienne. Elle m'accueillait de façon glaciale, en me disant que sitôt rentrée à Paris, elle prendrait un petit appartement non loin de la faculté de médecine. J'avais prévu de lui mentir en lui disant qu'il ne s'était rien passé avec Sergueï, mais cela me causait un malaise et finalement, j'optai pour la vérité. Je lui racontais tout, depuis mon entrevue avec Archie dans l'alcôve, l'amour fou que je lui portais et le désespoir dans lequel son futur mariage m'avait plongé. L'erreur fatale que j'avais commise en buvant toutes ces coupes de champagne, Sergueï me ramenant sur le bateau et je passais vite sur la suite. Mais surtout, je lui expliquai que j'étais persuadée que Sergueï aimait les hommes et que par conséquent, pas une seconde, je n'aurais pu envisager qu'il se passe quoi que ce soit entre nous. Je lui dis enfin que je regrettais profondément tout ça et que de son côté à lui, comme du mien, cela n'avait été qu'un moment d'égarement, oublié et sans conséquence. Je terminai en disant que nous venions de nous retrouver tous pour former enfin une vraie famille et que nous ne pouvions pas laisser cet incident qui n'aurait jamais dû arriver nous séparer. Elle prit du temps avant de me répondre. Puis elle me dit que Sergueï occupait ses pensées depuis son plus jeune âge et qu'elle avait toujours rêvé de l'épouser. Bien sûr, depuis qu'elle était adulte et voyant qu'il ne s'intéressait ni à elle ni visiblement à d'autres femmes, elle s'était demandé elle aussi s'il ne préférait pas les hommes. Mais elle avait gardé le secret espoir qu'avec le temps, il la découvrirait enfin et finirait par l'aimer. Le choc qu'elle avait eu en me voyant sortir de sa chambre le matin même avait tout fait voler en éclats dans sa tête. Mais finalement, me dit-elle, je crois que c'est une bonne chose. Cet électrochoc m'a fait réagir. Et aujourd'hui, en visitant l'université et en me faisant courtiser par de jeunes étudiants rieurs, j'ai pour la première fois savouré le fait d'être jolie et libre. Et je me suis dit qu'au lieu de courir après une chimère, je ferais mieux de vivre ma vie à moi et de me rendre disponible pour un homme qui me voudra vraiment et entièrement. Finalement, Zéna, même si je t'ai haï toute la matinée, cette histoire a peut-être été le déclic qui va me permettre de prendre mon envol. Je la pris dans mes bras et je fus submergée d'émotion et de gratitude envers cette jeune fille exceptionnelle, de maturité, d'intelligence et de clémence envers son inconstante cousine. Je sus, à cet instant précis, que sa vie serait belle, droite et généreuse comme elle. Et Dieu merci, elle le fut. C'est donc le cœur léger que je retrouvai la petite troupe joliment vêtue et toujours masquée, carnaval oblige, pour aller voir cette Traviata. Sur le bateau, je m'arrangeai pour m'approcher de Sergueï et lui raconter en 2 mots mon entrevue avec Tatiana. Il sembla soulagé, et nous pûmes enfin respirer tous les deux. Puis nous arrivâmes à la Fenice, temple de l'opéra et de la beauté. Par chance, nous étions placés au premier rang, juste devant la fosse d'orchestre. Lorsque les lumières de la salle s'éteignirent et que le chef, un homme d'une 30aine d'années, entra dans la fosse, je me penchai vers ma grand-mère pour lui demander si elle pensait que c'était bien le petit-fils de son ami. Mais elle étouffa un hoquet et me regarda l'air totalement hébété en me disant « Non, pas son petit-fils, c'est lui. J'en suis certaine, c'est lui. Mais il n'a pas vieilli. C'est incompréhensible, il n'a pas vieilli. » Oui, Archie, mais c'était le moment le plus palpitant. Non, non, je n'ai pas encore raconté ça. Et ça non plus. Oh, mais écoutez, j'y vais, sinon il serait capable de tout vous dévoiler. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.